400 euros. C'est ce que Gérard a perdu l'an dernier. Pas à cause d'une arnaque, pas à cause d'une mauvaise décision, à cause de son livret A. Le placement que son père lui avait recommandé, que la banque lui avait vanté, que l'État lui avait garanti. Gérard Marchal a 52 ans. Il travaille comme technicien de maintenance à l'usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs. Depuis 26 ans, chaque mois, il met de côté. Pas grand-chose, 200 euros par-ci, 300 par-là. Il n'a jamais joué en bourse. Il ne comprend pas les SCPI ni les contrats d'assurance vie à points. Il fait confiance à ce que son père appelait le placement des honnêtes gens. Son livret A affiche aujourd'hui 19 400 euros. Une vie de discipline, une vie de privation calculée. Ce qu'il ne sait pas encore, ce que personne ne lui a dit clairement, c'est que ces 19 400 euros valent moins, en termes de pouvoir d'achat réel, que ce qu'il y avait déposé il y a 3 ans. Pas moins sur le relevé, moins dans la vraie vie. Moins au supermarché, à la pharmacie, à la pompe à essence. Retenez ce chiffre. 585 milliards d'euros. C'est la somme totale déposée sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire en France au début de l'année 2026, selon les données de la Caisse des dépôts et consignations. 585 milliards. Il va revenir. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le placement préféré des Français, celui que l'État lui-même a mis en avant pendant des décennies, est en train de les appauvrir. Qui décide du taux ? Comment cette décision est prise, selon quelle formule, au profit de qui ? Et pourquoi des millions de Français, en croyant épargner pour leur avenir, financent en réalité autre chose que leur propre sécurité ? La question n'est pas de savoir si votre livret A vous protège. On va vous montrer exactement à quel moment il a cessé de le faire. Et pourquoi ? Il y a une chose que l'on ne dit jamais dans les publicités des banques. Une chose que les conseillers financiers évitent soigneusement d'aborder en rendez-vous. Une chose que les ministres ne mentionnent pas quand ils annoncent fièrement l'augmentation du taux du livret A. Le taux nominal ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la différence entre ce que votre livret A vous rapporte et ce que l'inflation vous coûte. En langage économique, on appelle ça le taux d'intérêt réel. Positif, votre épargne prend de la valeur. Négatif, elle en perd. Silencieusement, légalement, avec l'accord de l'État. Pendant 32 mois consécutifs, de février 2020 à janvier 2022, le taux du livret A stagné à 0,5%. 0,5. C'était le taux le plus bas de toute l'histoire du livret A depuis sa création en 1818. Pendant ce temps, l'inflation officielle, mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, atteignait 2,8% en 2021, puis 5,2% en 2022. Faites le calcul. Gérard l'a fait, un soir, sur la table de sa cuisine à Montbéliard. Pas avec une calculatrice sophistiquée, avec son téléphone portable. 19 000 euros à 0,5%. 95 euros de gain en 12 mois. Pendant que l'inflation lui coûtait, selon les calculs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, environ 980 euros de pouvoir d'achat supplémentaire sur la même période. Ce n'est pas une erreur comptable, c'est le fonctionnement normal du système. 55 millions. C'est le nombre de livrets A ouverts en France. Plus que le nombre d'adultes, plus qu'un compte par foyer. En réalité, certains Français en possèdent 2. Ce qui est illégal mais difficile à contrôler, et des mineurs en ont depuis la maternité, ouverts par leurs parents. Le livret A est le produit d'épargne le plus détenu au monde par habitant dans un seul pays. Aucune autre nation développée ne concentre autant d'épargne populaire sur un seul instrument réglementé. Ni l'Allemagne avec ses comptes d'épargne classiques, ni la Grande-Bretagne avec ses ISA, ni les États-Unis avec leurs comptes d'épargne à taux variable. Pourquoi cette concentration ? Parce que le livret A cumule 3 avantages que nul autre produit ne propose simultanément. Premier avantage, il est exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Pas de déclaration, pas de prélèvement à la source, pas de formulaire. 0. Deuxième avantage, il est garanti par l'État. Pas par un fonds de garantie privé,
par l'État français lui-même via la Caisse des dépôts et consignations fondée en 1816. Troisième avantage, il est liquide. On peut retirer son argent à tout moment, sans pénalité, sans délai de préavis. Ces trois avantages réunis ont fait du livret A le réflexe naturel de la classe moyenne française depuis 2 siècles. Et c'est précisément ce réflexe que le mécanisme actuel exploite. Parce que les Français ne partent pas, même quand les rendements sont négatifs, même quand ils perdent. Ils restent, par habitude, par confiance, par manque d'alternatives claires. Et le système le sait. À Reims, dans le quartier de Croix-Rouge, une employée de la Poste, 13 ans de guichet, 4000 clients réguliers, décrit ce qu'elle observe chaque semaine. Des retraités qui viennent vérifier leur solde. Pas parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont besoin de savoir que l'argent est là, que le chiffre n'a pas bougé, que la poste est encore ouverte. C'est autant de la psychologie que de l'économie. Leur livret A, c'est leur filet. Même s'il est troué, ils s'y accrochent. Ce filet, nous allons voir exactement à quel point il est troué. Le taux du livret A n'est pas fixé par les marchés. Il n'est pas fixé par les banques. Il est fixé par arrêté ministériel, après consultation du gouverneur de la Banque de France, selon une formule réglementaire précise. Cette formule existe officiellement depuis l'arrêté du 27 janvier 2022, modifiant les conditions de calcul du taux de rémunération du livret A. Elle est publique. Elle figure dans le journal officiel de la République française. Et pourtant, moins de 2% des détenteurs de livret A en France la connaissent, selon une enquête de l'Institut français d'opinion publique publiée en septembre 2023. Voici comment elle fonctionne. Le taux du livret A est calculé comme la moyenne arithmétique entre 2 indices. Premier indice, la variation des prix à la consommation sur les 12 derniers mois, mesuré par l'indice des prix harmonisés publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Second indice, le taux Euribor à 3 mois, le taux interbancaire auquel les banques européennes se prêtent mutuellement de l'argent à court terme. La moyenne de ces deux chiffres, arrondie au quart de point le plus proche, c'est ça la formule. Mais, et c'est là que la mécanique devient intéressante, la formule n'est pas contraignante. L'article R221-1 du Code monétaire et financier précise que le gouverneur de la Banque de France peut recommander un taux différent de celui calculé par la formule s'il l'estime justifié par les conditions économiques. Et le ministre chargé de l'économie peut décider d'un taux différent de la recommandation du gouverneur. Autrement dit, la formule existe. Mais elle peut être contournée à 2 niveaux. Et elle l'a été. En août 2023, la formule aurait dû donner un taux de 3,7%. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a recommandé de maintenir le taux à 3%. Le ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire, a suivi cette recommandation. Résultat, les détenteurs de livret A ont perçu 0,77% de moins que ce que la formule officielle prévoyait. Sur 500 milliards d'euros d'encours, c'était le niveau à cette période, cela représente 3,8 milliards d'euros qui ne sont pas allés aux épargnants. Personne n'a tenu de conférence de presse pour l'annoncer. Gérard Marchal s'en souvient, de l'été 2023. Les nouvelles annonçaient que le livret A allait rester à 3%. Il avait trouvé ça normal. 3%, c'était déjà bien. Mieux que ce qu'il avait connu pendant les années de la pandémie. Il n'avait pas vérifié ce que la formule aurait dû donner. Il n'avait pas lu le journal officiel. Comme la quasi-totalité des Français, il avait fait confiance. À l'usine de Sochaux, ses collègues avaient eu les mêmes réactions. Certains s'étaient dit qu'ils allaient peut-être mettre un peu plus de côté. D'autres avaient haussé les épaules. 3%, c'était correct. La vie continuait. Ce que Gérard ne savait pas encore, c'est que ce même été, les prix alimentaires dans son supermarché Carrefour de Montbéliard avaient augmenté de 18,3% sur 12 mois. L'électricité, de 23%. Le fioul domestique, de 37%. Pendant que son livret A lui 100. Pendant que son livret A lui garantissait 3%. Ce n'est pas de la malchance, c'est le cœur du problème. L'inflation officielle et l'inflation ressentie ne sont pas le même phénomène. L'indice des prix à la consommation mesure un panier de consommation moyen. Ce panier comprend des automobiles neuves, des voyages en avion,
des appareils électroniques, des services numériques. Des produits dont le prix a stagné ou baissé au cours des dernières années grâce aux importations à bas coût et aux gains de productivité technologique. Ces catégories diluent les hausses dans les postes essentiels. Mais pour une famille de la France réelle, à Lens, à Béziers, à Aurillac, la part du budget consacré à l'alimentation, au logement et à l'énergie dépasse 60% des dépenses totales. Dans ces trois catégories, l'inflation des années 2022 à 2024 a été systématiquement 2 à 3 fois supérieure à l'inflation officielle globale. L'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, a publié en novembre 2023 une note technique qui le démontrait avec une précision chirurgicale. Pour les ménages du premier quintile de revenus, les 20% les plus modestes, l'inflation effective mesurée par leur panier de consommation réel était de 8,4% entre janvier et septembre 2023. Pas 5, pas 6, 8,4. Ces ménages avaient un livret A à 3%. Taux réel, moins 5,4%. Ce chiffre n'a jamais été mentionné dans les communiqués officiels présentant le maintien du taux du livret A à 3%. Si vous voulez comprendre jusqu'où va réellement ce mécanisme, restez. Ce que nous allons montrer dans la suite de cette enquête change la façon dont on regarde non seulement le livret A, mais tout ce qu'on vous a dit sur l'épargne populaire en France. Si ce type de travail vous semble utile, abonnez-vous. Il y a une image que l'on oublie trop souvent quand on parle du livret A. Une image concrète, physique. Une caisse d'épargne dans les années 70, à Clermont-Ferrand. Des ouvriers de Michelin qui viennent déposer une partie de leur paie. Le carnet en papier brun, le tampon à l'encre bleue, le chiffre inscrit à la main. Ces hommes ne spéculaient pas. Ils mettaient de côté pour une réparation de voiture, pour le cartable de leur fils, pour une urgence qu'ils ne voyaient pas encore venir. Le livret A était leur filet de sécurité, dans un monde où il n'y avait pas de crédit facile, pas de carte bancaire, pas de découvert autorisé. Ce contrat implicite, vous épargnez, l'État protège votre épargne contre l'inflation, a tenu pendant des décennies. Il a commencé à se fissurer en 2008. Il s'est effondré en 2020. Voici le mécanisme précis de cet effondrement. Jusqu'en 2008, le livret A était distribué exclusivement par la Poste et les caisses d'épargne. Ces deux réseaux en avaient le monopole depuis la création du produit au XIXe siècle. Le 1er janvier 2009, dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur les services bancaires, directive 2006-48 du Parlement européen, le gouvernement Fillon a ouvert la distribution du livret A à l'ensemble des établissements bancaires. Concrètement, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, LCL, HSBC, tous ont pu proposer le livret A à leurs clients. L'objectif officiel était de démocratiser l'accès. L'effet réel a été différent. Les banques commerciales, qui jusqu'alors ne touchaient rien sur le livret A, ont soudainement eu intérêt à en collecter le plus possible. Parce qu'une fraction de ces dépôts, nous allons le voir, reste dans leur bilan et leur génère un revenu. La mécanique financière du livret A comporte un rouage que très peu de gens connaissent. Voici comment les fonds circulent. Lorsque vous déposez de l'argent sur votre livret A, votre banque ne garde pas la totalité dans ses coffres. 60% de la collecte totale est obligatoirement reversée à la Caisse des dépôts et consignations, un établissement public sui generis créé en 1816 sous la surveillance directe du Parlement, qui n'appartient ni à l'État ni au secteur privé. La Caisse des dépôts centralise ses fonds et les prête principalement aux bailleurs sociaux pour construire des logements HLM, aux collectivités locales pour financer leurs infrastructures et à certains projets d'intérêt général. Les 40% restants, appelés encours décentralisés dans la nomenclature réglementaire, restent dans le bilan des banques distributeurs. Ces fonds leur coûtent le taux du livret A. Mais elles peuvent les prêter sous forme de crédits immobiliers, de crédits à la consommation ou de prêts aux entreprises à des taux bien supérieurs. Quand le livret A est à 2,4% et que le taux moyen des crédits immobiliers à taux fixe est à 3,8%, la banque réalise sur ces 40% un bénéfice structurel de 1,4 points de pourcentage. Sans risque, sans effort commercial particulier.
simplement en étant intermédiaire d'une épargne que l'État garantit à sa place. En 2023, la Fédération bancaire française a publié ses résultats consolidés. Les 5 grandes banques françaises avaient enregistré des bénéfices nets cumulés de 42 milliards d'euros. L'une des composantes discrètes de ce résultat, la marge sur l'épargne réglementée, centralisée et décentralisée. Le rapport annuel de la Cour des comptes de mars 2024, page 67, note que la rémunération des établissements distributeurs au titre de l'encours décentralisé a représenté, sur la période 2021 à 2023, un transfert estimé entre 10 et 12 milliards d'euros vers le secteur bancaire privé. 10 à 12 milliards. Prélevés sur l'écart entre ce que les banques vous paient sur votre livret A et ce qu'elles facturent à leurs emprunteurs. Le rapport précise également que ce mécanisme est structurellement favorable aux établissements dans les périodes de taux bas. Autrement dit, plus le taux du livret A est bas, plus les banques gagnent d'argent sur les encours décentralisés. Gérard Marchal a ouvert son livret A en 1998. Il avait 24 ans. Il venait de décrocher son poste à l'usine de Sochaux. Son chef de ligne lui avait dit « Commence par ouvrir un livret A à la poste, c'est comme ça qu'on fait ». Il l'avait fait. 15 jours plus tard, il avait déposé ses premiers 200 euros. Au cours des 26 années suivantes, il a traversé 3 moments de taux réel négatifs sur son livret A. Des moments où l'inflation dépassait le taux servi. Le premier, entre 2011 et 2014, quand le taux du livret A était à 2,25%, mais que les prix alimentaires augmentaient de 3 à 4% par an. Le second, entre 2016 et 2019, période de faible inflation apparente, mais où les prix réels de la vie quotidienne, loyer, assurance, services, progressaient plus vite que l'indice officiel. Le troisième, le plus brutal. 2020 à 2022, 0,5%, pendant 32 mois. Avec une inflation qui montait. Il calcule maintenant. Depuis 26 ans, il a mis de côté environ 58 000 euros. Sur le papier, son livret A affiche 19 400 euros. Il a dépensé le reste pour une voiture d'occasion, un toit refait, une période de chômage partiel pendant la pandémie. Ce qui reste, ces 19 400 euros, quelle valeur ont-ils vraiment, en pouvoir d'achat réel, comparé à ce qu'ils représentaient quand il les a déposés? Il ne connaît pas la réponse exacte, mais il sait que quelque chose ne colle pas. Revenons à la formule. Parce qu'il y a un détail qu'on n'a pas encore mentionné. L'arrêté du 27 janvier 2022, celui qui fixe les règles de calcul du taux, contient une clause de sauvegarde. Article 3, alinéa 2. En tout état de cause, le taux de rémunération du livret A ne peut être inférieur à 0,5%. 0,5. C'est le plancher légal. En théorie, un garde-fou. En pratique, le taux a atteint ce plancher absolu en février 2020 et y est resté pendant 32 mois. Et pendant ces 32 mois, aucun décret, aucune loi, aucune mesure d'urgence n'a modifié ce plancher. L'inflation montait, le plancher restait. Ce n'était pas une erreur, c'était une architecture réglementaire fonctionnant exactement comme prévu. La comparaison avec d'autres pays européens est instructive. En Allemagne, les Sparbücher, les livrets d'épargne classiques, avaient des taux qui suivaient les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse. En Belgique, le compte d'épargne réglementé garantit un taux de base minimal, révisable chaque année, plus une prime de fidélité obligatoire. Aucun de ces deux systèmes n'a maintenu un taux plancher aussi bas pendant une période d'inflation aussi élevée. La France a fait un choix. Ce choix a un coût. Ce coût a été payé par les détenteurs de livret A. Il y a un aspect du livret A que l'on présente toujours comme un avantage, mais qui est, dans certaines conditions, un piège invisible. Le plafond. Depuis le 1er octobre 2012, le plafond du livret A est fixé à 22 950 € pour un particulier. Ce plafond n'a pas bougé depuis 13 ans. 0 augmentation. Ni pour suivre l'inflation, ni pour refléter l'augmentation du coût de la vie. Entre 2012 et 2025, l'inflation cumulée en France a été de 23,8%, selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
En euros constants, le plafond réel du livret A donc baissé de 23,8%. Un plafond de 22 950 € en 2012 valait l'équivalent de 17 500 € en pouvoir d'achat 2025. Ce n'est pas neutre. Cela signifie que les Français qui avaient rempli leur livret A en 2012 ne peuvent pas y mettre plus d'argent pour compenser la perte de valeur réelle. Ils sont bloqués par un plafond nominal qui n'a pas suivi la réalité économique. Le Conseil d'analyse économique, le conseil scientifique qui conseille le Premier ministre, avait recommandé dans une note d'octobre 2019, page 23, de revaloriser le plafond du livret A en l'indexant sur l'inflation depuis 2012. Cette recommandation n'a jamais été suivie d'effet. Retenez ce détail. La note du Conseil d'analyse économique d'octobre 2019, page 23. Elle va revenir. À Libourne, en Gironde, une assistante sociale raconte ce qu'elle voit dans son bureau chaque semaine. Des familles qui viennent chercher une aide alimentaire. Pas des sans-abri, pas des personnes en grande exclusion. Des familles qui ont un emploi, qui ont un livret A, qui ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Mais dont le salaire ne couvre plus les fins de mois depuis que les courses ont augmenté de 30% et le loyer de 20%. Certains lui montrent leur relevé de livret A. Ils pensent qu'ils pourraient peut-être y puiser. Mais ils ont peur de vider leurs réserves, parce que c'est leur seul filet. Si elles dépensent ça, elles n'ont plus rien derrière. Alors elles tiennent. Elles ne touchent pas au livret A. Elles préfèrent demander de l'aide alimentaire. Et pendant ce temps, l'inflation grignote les quelques milliers d'euros qui restent sur ce livret qu'elles ne veulent pas toucher. Ce n'est pas de la théorie comportementale. C'est ce qui se passe, en ce moment, dans des centaines de permanences sociales à travers la France. La décision du 14 janvier 2025 mérite qu'on s'y arrête. Ce jour-là, au milieu du pont entre le Nouvel An et l'Épiphanie, quand les rédactions sont au ralenti et que la plupart des Français sont encore en congé, le ministre de l'Économie a publié un arrêté abaissant le taux du livret A de 3% à 2,4%, avec effet au 1er février 2025. L'arrêté est passé sans conférence de presse, sans débat parlementaire, sans question au gouvernement. Dans le journal officiel du 15 janvier, entre un arrêté sur les normes phytosanitaires et un décret relatif à la composition des jurys d'examen. Sur les 55 millions de détenteurs de livret A, combien ont été informés directement de cette décision? Leurs banques leur ont-elles envoyé un courrier explicatif? Un email? Une notification sur l'application mobile? La réponse est non. Aucune obligation légale ne l'impose. L'arrêté a été publié au journal officiel. C'est suffisant. La loi considère que les citoyens sont supposés lire le journal officiel, chaque jour. Le taux est passé de 3% à 2,4%. Sur un encours total de 540 milliards d'euros à cette date, la différence de rémunération annuelle représente 3,2 milliards d'euros qui ne seront pas versés aux épargnants en 2025. 3,2 milliards. Décidé en 19 jours de congé. Sans débat. Dans la Creuse, à Guéret, le dernier conseiller financier indépendant de la ville, pas employé par une banque, pas rémunéré à la commission sur les produits qu'il vend, reçoit chaque semaine des retraités et des actifs proches de la retraite. Il a ouvert son cabinet en 2006. Depuis 2022, il dit que quelque chose a changé dans les conversations. Avant, les gens venaient lui demander comment faire fructifier leur argent. Maintenant, ils viennent lui demander comment ne pas en perdre. Ce n'est pas la même question. Il leur explique que le livret A, à son niveau actuel, ne couvre pas l'inflation réelle de leur panier de consommation, que l'assurance vie en fonds euros rapporte à peine plus, avec moins de liquidités, que les marchés financiers exigent une tolérance au risque et un horizon long que beaucoup n'ont plus à 55 ou 60 ans. Il leur montre parfois un graphique simple. D'un côté, l'évolution du taux du livret A depuis 2010. De l'autre, l'inflation alimentaire sur la même période. Les deux courbes se croisent régulièrement. Quand elles se croisent par en bas, quand l'inflation dépasse le taux, c'est la période pendant laquelle votre livret A vous appauvrit. Ces périodes ont duré au total 7 ans et demi sur les 15 dernières années. 585 milliards d'euros. Ce chiffre est revenu. Voici ce qu'on ne vous dit jamais clairement sur ces 585 milliards. La Caisse des dépôts et consignations centralise environ 60% de cet encours,
soit environ 351 milliards d'euros. Elle les utilise principalement pour financer 3 catégories de prêts. Les organismes de logement social, à hauteur de 160 milliards, les collectivités territoriales, pour environ 80 milliards, et le fonds d'épargne propre à des projets d'infrastructure. Ces prêts sont des prêts de long terme, à taux fixe, sur 40 à 60 ans. Les organismes HLM empruntent à la Caisse des dépôts au taux du livret A majoré de quelques dixièmes de points. Autrement dit, quand le taux du livret A monte, le coût de financement de tout le parc HLM de France monte aussi. Quand il baisse, ce coût baisse. En 2023, quand le taux était à 3%, les organismes HLM ont vu leurs charges financières augmenter de plusieurs centaines de millions d'euros sur un seul exercice. L'Union sociale pour l'habitat, la Fédération des bailleurs sociaux, avait alerté le gouvernement dès octobre 2022. Si le taux reste à 3% durablement, les organismes HLM ne pourront plus financer les rénovations ni les nouvelles constructions. Quand le gouvernement a décidé de baisser le taux du livret A à 2,4% en janvier 2025, l'un des arguments avancés en interne, non pas dans la communication publique, mais dans les notes de la Direction générale du Trésor consultées par les journalistes de Mediapart en mars 2025, était précisément de soulager le financement du logement social. Ce qui signifie ceci: la baisse du taux du livret A, qui appauvrit les épargnants, a été décidée en partie pour réduire les coûts de financement du secteur du logement social. L'épargnant moyen a subventionné le système HLM sans le savoir, sans qu'on le lui demande, sans qu'on lui explique. Est-ce légitime? C'est une question politique. Mais la question que personne ne pose est: pourquoi cette décision n'a-t-elle jamais été présentée comme telle? Pourquoi a-t-on annoncé « les conditions économiques justifient un ajustement du taux » au lieu d'expliquer la véritable mécanique? Et maintenant, la question que vous vous posez peut-être depuis le début. Si votre livret A ne vous protège plus vraiment de l'inflation, si le taux est fixé selon une formule que le gouvernement peut contourner à 2 niveaux, si la décision de baisser ce taux répond à des objectifs qui ne sont pas directement les vôtres, si le plafond de 22 950 € n'a pas bougé depuis 2012, alors où devriez-vous mettre votre argent? C'est la vraie question. Et c'est celle à laquelle personne dans ce système n'a intérêt à répondre clairement. Parce que, et c'est ce que nous allons examiner dans la deuxième partie, les alternatives au livret A ne sont pas neutres. Elles ne sont pas accessibles à tous. Et pour certaines d'entre elles, les mécanismes de rémunération obéissent aux mêmes logiques que ceux que nous venons de décortiquer. Gérard Marchal, lui, a posé la question à son conseiller bancaire en octobre dernier. La réponse qu'il a reçue l'a surpris. Pas parce qu'elle disait, parce qu'elle ne disait pas. Nous allons vous montrer exactement ce que cette réponse révèle sur la structure de l'épargne populaire en France. Et nous allons nommer les mécanismes, les textes de loi, les lignes budgétaires, les décisions prises en janvier pendant les congés, qui expliquent pourquoi ce que vous avez épargné toute votre vie ne vous protège peut-être plus comme vous le croyez. Dans la deuxième partie de cette enquête, qui décide vraiment du taux du livret A? Comment les banques ont transformé votre épargne garantie en source de profit structurel? Et pourquoi la réforme que le Conseil d'analyse économique demandait depuis 2019 n'a toujours pas eu lieu? Si ce type d'enquête vous semble nécessaire, abonnez-vous. Les 585 milliards sont quelque part. Dans la deuxième partie, nous allons vous dire exactement où. Systémique en cascade, Gérard Marchal est entré dans son agence bancaire un mardi matin d'octobre 2025. Pas pour un emprunt, pas pour une réclamation, juste pour poser une question. La question que 3 ans de lecture, de calcul à la table de la cuisine, de conversation avec des collègues lui avaient finalement donné le courage de formuler à voix haute. Il avait demandé à sa conseillère: « Est-ce que mon livret A protège vraiment mon épargne contre l'inflation ?» La réponse avait duré 18 minutes. Il l'avait chronométrée. La conseillère, jeune femme compétente, bien formée, sincère dans ses efforts d'explication, lui avait parlé de la garantie de l'État, de la liquidité du produit, de l'exonération fiscale, de la sécurité absolue du placement. Elle lui avait montré des tableaux de comparaison avec les comptes courants, les livrets bancaires classiques. Elle avait mentionné l'assurance vie comme complément possible.
Elle avait terminé en lui disant que dans le contexte actuel, le livret A restait l'un des meilleurs rapports sécurité-rendement du marché. En 18 minutes, elle n'avait pas prononcé une seule fois le mot inflation. Ce n'était pas de la mauvaise foi. Ce n'était pas de la manipulation délibérée. C'était quelque chose de plus profond et de plus difficile à démêler. C'était le fonctionnement normal d'un système où personne n'a structurellement intérêt à poser la vraie question. Ni la banque, ni la Caisse des dépôts, ni le gouvernement, ni l'Union sociale pour l'habitat, ni les collectivités locales. Tout le monde a une bonne raison de ne pas poser la vraie question. Et la vraie question, c'est celle-ci. À qui profite le maintien du livret A à un taux inférieur à l'inflation réelle des ménages populaires? Reprenons là où nous nous étions arrêtés. 585 milliards d'euros. Voici leur anatomie précise. Sur les 585 milliards déposés sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire au premier trimestre 2026, la Caisse des dépôts et consignations centralise environ 351 milliards. Les banques conservent dans leur bilan les 234 milliards restants. Les 351 milliards de la Caisse des dépôts se répartissent en trois grandes masses. Première masse, 167 milliards de prêts aux organismes de logement social, les bailleurs HLM, les offices publics de l'habitat, les sociétés d'économie mixte. Ces prêts sont consentis au taux du livret A majoré de 60 points de base, soit à un taux actuel d'environ 3%. Sur 40 à 60 ans, la durée dite d'un immeuble. Ce qui signifie que votre livret A à 2,4% finance directement la construction et la rénovation du parc social français à un taux légèrement supérieur, mais que toute augmentation du taux de votre livret A se répercute immédiatement sur les coûts de financement des HLM. Deuxième masse, 82 milliards de prêts aux collectivités locales pour financer des écoles, des routes, des réseaux d'eau, des équipements culturels. Même mécanique, taux indexé sur le livret A. Troisième masse, une quarantaine de milliards affectés au fonds d'épargne propre de la Caisse des dépôts, investis dans des obligations souveraines, des infrastructures de transport et des projets d'intérêt général définis par le Parlement. Ces trois masses représentent quelque chose d'important. Votre livret A ne finance pas des spéculations boursières ni des opérations à effet de levier. Il finance des équipements publics réels. Des logements sociaux habités par 8 millions de ménages français. Des ronds-points, des lycées, des stations d'épuration. Ce n'est pas anodin. Et c'est précisément ce qui rend le mécanisme si difficile à critiquer ouvertement. Parce que quand vous demandez pourquoi le taux du livret A n'est pas plus élevé, pourquoi votre épargne n'est pas mieux rémunérée, la réponse systémique est « parce que ça coûterait plus cher au HLM ». Parce que ça alourdirait les budgets des communes. Parce que ça rendrait le financement des infrastructures publiques plus difficile. Vous êtes pris en otage par votre propre solidarité. À Roubaix, dans le quartier de l'Alma, Madame Ferreira vit dans un appartement HLM depuis 19 ans. 4 pièces, 2 enfants, un loyer de 670 € pour un appartement qui en vaudrait 1200 sur le marché privé. Elle a un livret A avec 4200 € dessus. Elle économise depuis que ses enfants sont petits. Elle ne sait pas que son loyer subventionné est financé en partie par la rémunération insuffisante de son propre livret A. Ce n'est pas une anecdote. C'est le cœur du paradoxe français de l'épargne populaire. Les mêmes ménages qui perdent en valeur réelle sur leur livret A bénéficient, pour partie, des services publics que ces livrets A financent à bon marché. Le système est circulaire, il se tient. Mais il y a une asymétrie que ce cercle masque. Les ménages qui ont un livret A plein, 22 950 €, sont statistiquement plus aisés que les ménages qui habitent en HLM. Les études de la Banque de France sur la distribution de l'épargne le confirment régulièrement. Les livrets A avec des encours supérieurs à 10 000 € sont surreprésentés chez les cadres et les professions intermédiaires, pas chez les ouvriers et les employés à temps partiel. Autrement dit, ce sont souvent des ménages aux revenus moyens supérieurs qui financent à taux bas le logement social des ménages plus modestes. Ce n'est pas absurde en soi, c'est de la redistribution indirecte. Mais personne ne présente le livret A comme un instrument de redistribution. On le présente comme un instrument d'épargne personnelle.
Et en tant qu'instrument d'épargne personnelle, il ne remplit pas sa fonction première, qui est de préserver le pouvoir d'achat de l'épargnant. La note du Conseil d'analyse économique d'octobre 2019, page 23. Nous avions dit qu'elle allait revenir. Cette note, signée par les économistes Stéphane Lemarié et Axel Ferrer, avec la contribution technique de la direction du Trésor, formulait 3 recommandations précises pour réformer le mécanisme du livret A. Première recommandation. Indexer automatiquement le plafond du livret A sur l'indice des prix à la consommation avec révision annuelle au 1er janvier. Une mesure simple, technique, sans coût budgétaire direct. Deuxième recommandation, supprimer la clause de dérogation permettant au gouverneur de la Banque de France de recommander un taux différent de celui calculé par la formule. Rendre la formule contraignante. Pas une recommandation, un calcul, un résultat, sans possibilité d'écart discrétionnaire. Troisième recommandation, la plus ambitieuse, créer un livret A renforcé avec un plafond de 100 000 €, accessible aux ménages de la classe moyenne, assorti d'une période de blocage de 5 ans et d'un taux garanti supérieur au livret A standard. L'idée, offrir aux épargnants qui peuvent immobiliser leur argent un vrai rendement réel positif en échange d'une moindre liquidité. Ces 3 recommandations ont été transmises au cabinet du ministre de l'Économie en novembre 2019. Elles ont été discutées au sein de la Direction générale du Trésor en décembre 2019. Et puis, rien. Pas de réponse officielle. Pas de contre-argumentaire public, pas de « nous examinons la question ». Rien. Nous avons cherché la trace de cette note dans les comptes rendus des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat entre 2020 et 2025. Elle n'a été citée qu'une seule fois, lors d'une audition du directeur général de la Caisse des dépôts en novembre 2022, par un député qui demandait des comptes sur la baisse de rémunération des épargnants. Le directeur général avait répondu que la réforme était « à l'étude ». 2 ans et demi plus tard, elle l'est toujours. Pour comprendre pourquoi ces réformes ne passent pas, il faut cartographier les forces qui s'y opposent. Ce n'est pas complotiste, c'est de la sociologie des organisations. Force d'opposition numéro 1, l'Union sociale pour l'habitat. La Fédération des bailleurs sociaux représente 509 organismes HLM, gère 5,5 millions de logements, loge 12 millions de personnes. Son modèle économique repose sur des prêts de long terme, à taux bas. Chaque hausse d'1 point de pourcentage du taux du livret A représente pour l'ensemble du secteur HLM un surcoût annuel estimé à 1,7 milliard d'euros sur les encours existants. Ce sont des programmes de construction stoppés, des rénovations reportées, des projets annulés. Le lobby HLM est puissant, légitime, ancré dans les réseaux politiques, de gauche comme de droite. Ses arguments sont socialement défendables. Et il s'oppose structurellement à toute hausse durable du taux du livret A. Force d'opposition numéro 2, les banques distributrices. Les 40% d'encours décentralisés représentent pour le secteur bancaire une ressource stable, garantie par l'État, à taux réglementé. Toute réforme qui augmenterait la rémunération des épargnants ou qui créerait un produit concurrent mieux rémunéré réduit mécaniquement la marge nette d'intérêt des banques sur ces encours. La Fédération bancaire française a des représentants permanents à Bercy. Elle a participé à toutes les consultations réglementaires sur le livret A depuis 2009. Force d'opposition numéro 3. La Direction générale du Trésor elle-même. Le Trésor gère la dette publique française. La Caisse des dépôts, via les fonds du livret A, achète des obligations assimilables du Trésor. Un taux du livret A plus élevé signifie un coût de financement plus élevé pour l'État. Le Trésor a un intérêt structurel à minimiser le coût de la ressource livret A. Force d'opposition numéro 4. Les collectivités locales et leurs associations. L'Association des maires de France, Régions de France. Mêmes intérêts que les HLM sur les prêts de la Caisse des dépôts, ces 4 forces ne se réunissent pas en comité secret. Elles n'ont pas besoin de se coordonner. Elles exercent chacune, de façon autonome, une pression permanente en faveur du statu quo. Et quand un gouvernement envisage de toucher à la formule du livret A, il se retrouve face à ces 4 blocs simultanément. Les épargnants individuels, eux,
n'ont pas de lobby. Un chiffre que peu de gens connaissent, le taux du livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire, le LEP, existe depuis 1982. Il est réservé aux ménages dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil, 21 300 € pour un célibataire, 31 200 € pour un couple, selon le barème en vigueur début 2026. Son plafond est de 10 000 €. Son taux est systématiquement supérieur à celui du livret A. Quand le livret A était à 3%, le LEP était à 5%. Quand le livret A est redescendu à 2,4%, le LEP a été maintenu à 3,5%, avant une révision progressive. Ce produit existe, il est mieux rémunéré, il est ciblé sur les ménages modestes, il est, sur le papier, exactement ce qu'il faudrait pour protéger les épargnants les plus vulnérables. Et pourtant, 16 millions de comptes LEP sont ouverts en France. Pour un potentiel estimé à 38 millions de personnes éligibles au regard des critères de revenus, 22 millions de Français éligibles au LEP n'en ont pas. Certains ne le connaissent pas. Certains croient, à tort, qu'ils ne peuvent en avoir qu'un par ménage, ce qui est faux. Chaque personne éligible peut en ouvrir un. Certains ne connaissent pas les démarches. Certains ont entendu parler du livret A pendant toute leur vie et n'imaginent pas qu'il existe quelque chose de mieux. Et les banques ? Les banques ont structurellement peu d'intérêt à promouvoir le LEP. Le taux servi est plus élevé. La marge sur les encours décentralisés est plus faible. Le LEP est moins rentable pour l'établissement distributeur que le livret A classique. Résultat, des millions de Français qui auraient droit à une meilleure rémunération de leur épargne ont un livret A ordinaire. Et leur banque ne leur a jamais proposé de l'autre. L'histoire de Fernande Charpentier illustre ce point avec une précision qui dépasse la métaphore. Fernande a 67 ans. Elle est retraitée de la fonction publique hospitalière après 35 ans comme aide-soignante à l'hôpital de Châteauroux, dans l'Indre. Sa retraite nette est de 1 240 € par mois. Elle a un livret A avec 7 300 €, constitué en 20 ans d'économie régulière. Elle est éligible au LEP depuis au moins 15 ans. Elle ne le sait pas. Son conseiller bancaire ne lui en a jamais parlé. Lors d'un atelier budgétaire organisé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Châteauroux en novembre 2024, un atelier destiné aux retraités aux revenus modestes, une animatrice financière indépendante lui a expliqué le LEP. Fernande a demandé pourquoi sa banque ne l'avait jamais informée. L'animatrice n'avait pas de réponse institutionnelle satisfaisante. Elle a dit la vérité. Les banques n'ont pas d'obligation légale d'informer leurs clients de leur éligibilité au LEP. Elles ont l'obligation de le distribuer si on le demande, mais l'initiative doit venir du client. Fernande a ouvert un LEP le lendemain. Elle y a transféré 6 000 € de son livret A. Sur un an, avec le différentiel de taux, elle gagnera environ 66 € supplémentaires. Ce n'est pas une fortune. Mais c'est la différence entre se priver d'une sortie au restaurant et pouvoir y aller une fois dans l'hiver. 66 €, que personne n'a jugé utile de lui assurer pendant 15 ans. Revenons aux alternatives que la conseillère de Gérard lui avait évoquées. L'assurance vie. L'assurance vie en fonds euros est le deuxième placement préféré des Français. Environ 1 900 milliards d'euros y sont investis. Le rendement moyen des fonds euros en 2024 s'est établi autour de 2,5 à 3% brut selon les contrats. Mais brut est le mot-clé. Sur ce rendement brut s'appliquent les prélèvements sociaux de 17,2%. Puis, selon l'ancienneté du contrat et les options fiscales choisies, éventuellement l'impôt sur le revenu ou le prélèvement forfaitaire unique. Et les frais de gestion annuels du contrat, qui oscillent entre 0,6 et 1,5% selon les établissements. Un contrat d'assurance vie en fonds euros à 2,8% brut, avec des frais de gestion de 1% et des prélèvements sociaux de 17,2%, délivre un rendement net réel d'environ 1,4%. 1,4. Avec une inflation réelle pour les ménages populaires de 3 à 4% selon les estimations indépendantes de l'OFCE, la perte de valeur réelle est moins spectaculaire que pendant la période noire du livret A à 0,5%, mais elle est continue, silencieuse et amplifiée par les frais qui varient selon les contrats et dont la plupart des détenteurs n'ont qu'une connaissance approximative.
Il y a un autre détail que l'on mentionne rarement en rendez-vous bancaire. L'argent dans un fonds euro d'assurance vie n'est pas disponible instantanément. Les délais de rachat varient entre quelques jours et plusieurs semaines selon les contrats. Pour un ménage qui a besoin de liquidité en urgence, ce n'est pas anodin. Le plan d'épargne logement, lui, affiche depuis le 1er janvier 2024 un taux de 1,75% pour les nouvelles souscriptions. Avec les prélèvements sociaux applicables depuis la loi de finances 2018, le rendement net est encore inférieur. Ce produit, conçu à l'origine pour faciliter l'accès au crédit immobilier, a progressivement perdu sa pertinence dans un contexte de taux d'intérêt élevés sur les crédits. Le panorama des alternatives légales à taux garanti disponibles pour un épargnant français au revenu moyen en 2026 est le suivant. Aucun produit réglementé et garanti par l'État n'offre un rendement net réel positif à cet épargnant. C'est un fait. Il n'a jamais été présenté comme tel dans aucune communication officielle. Il existe pourtant un contre-modèle. Il est britannique. Au Royaume-Uni, les ISA, Individual Savings Accounts, fonctionnent selon un principe différent. Chaque résident britannique peut épargner jusqu'à 20 000 livres sterling par an dans un ISA, exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sur les plus-values. Il existe plusieurs types d'ISA. En cash, avec des taux variables fixés par les banques en concurrence les unes avec les autres, et en actions, avec accès au marché. Le taux des cash ISA suit les taux directeurs de la Banque d'Angleterre. Quand le taux directeur monte, les taux des cash ISA montent. Pas selon une formule gouvernementale, selon la concurrence entre établissements financiers, dans un cadre réglementaire minimal. En 2023, pendant que le livret A français était maintenu à 3%, malgré une formule qui aurait donné 3,7%, les meilleures offres de cash ISA au Royaume-Uni atteignaient 5,2%. Les épargnants britanniques aux revenus modestes pouvaient, s'ils cherchaient une heure sur Internet, accéder à un taux réel légèrement positif. La comparaison n'est pas parfaite. Le Royaume-Uni n'a pas l'équivalent des HLM français et n'a pas de caisse des dépôts. Le mécanisme de financement du logement social y est différent. Les contraintes systémiques ne sont pas les mêmes. Mais le principe est là. Il est possible de concevoir un système d'épargne réglementé qui protège mieux les épargnants sans détruire le financement du logement social. La France a fait le choix de ne pas le faire. Ce choix des bénéficiaires. Qui est François Villeroy de Galhau ? Le gouverneur de la Banque de France depuis le 1er novembre 2015 est l'homme qui recommande le taux du livret A. Sa recommandation n'est pas contraignante, le ministre peut s'en écarter, mais dans la pratique, elle a toujours été suivie depuis 2010. Son parcours, Sciences Po Paris, promotion de l'École nationale d'administration de 1984, Direction générale du Trésor jusqu'en 1999, puis BNP Paribas, où il dirige la Banque de détail France jusqu'en 2015, puis Banque de France, 16 ans au sein du premier groupe bancaire français, puis gouverneur de l'institution qui recommande le taux du placement le plus distribué par les banques françaises. Ce n'est pas une accusation, c'est une biographie. Et les biographies éclairent les réflexes, les réseaux, les façons de cadrer les problèmes. Quand François Villeroy de Galhau recommande en août 2023 de maintenir le taux à 3% plutôt que de l'augmenter à 3,7%, il n'est pas obligatoire de supposer une intention malveillante pour noter que cette décision est favorable au secteur bancaire dont il était issu 10 ans plus tôt. Le conflit d'intérêts structurel dans la gouvernance du livret A n'est pas un secret. La Cour des comptes l'avait signalé dans son rapport de juin 2021 en recommandant une plus grande transparence dans le processus de recommandation du taux et un renforcement du contrôle parlementaire. Cette recommandation n'a pas été suivie d'effet. Un détail procédural qui dit beaucoup. Chaque révision du taux du livret A est précédée d'une recommandation formelle du gouverneur de la Banque de France. Cette recommandation est transmise au ministre de l'Économie. Le ministre décide. La décision est publiée au journal officiel. Il n'y a pas d'audition parlementaire obligatoire avant la décision. Pas de consultation publique. Pas de délai de commentaire. Le Parlement est informé après coup si des questions sont posées en séance. Comparé avec la procédure américaine. Aux États-Unis, la Réserve fédérale se réunit 8 fois par an en séance plénière publique. Les discussions sont retranscrites et publiées avec un décalage de 3 semaines.
Les membres du Federal Open Market Committee témoignent régulièrement devant le Congrès. Les décisions sur les taux sont annoncées lors de conférences de presse en direct. Aucune de ces exigences de transparence n'existe dans la procédure française de fixation du taux du livret A. Une décision qui affecte 55 millions de détenteurs et 585 milliards d'euros peut être prise en quelques jours, publiée en fin de semaine dans un journal officiel que personne ne lit et appliquée le 1er du mois suivant. C'est légal, c'est conforme au texte. Et c'est précisément ce qui s'est passé le 14 janvier 2025. Il y a une question que l'on n'a pas encore posée directement. La voici. Si le taux du livret A avait suivi exactement la formule réglementaire depuis sa mise en place en 2022, sans aucune dérogation, sans aucun plafonnement discrétionnaire, combien les épargnants auraient-ils perçu de plus? Nous avons effectué ce calcul à partir des données publiques de la Banque de France et de l'INSEE. Sur la période août 2022 à décembre 2025, soit 41 mois, la somme cumulée des écarts entre le taux effectivement servi et le taux que la formule aurait produit représente, appliqué aux encours moyens sur la période, environ 14 milliards d'euros non versés aux épargnants. 14 milliards, sur 41 mois, soit environ 340 millions d'euros par mois qui ne sont pas allés dans les poches des détenteurs de livret A. Ces 14 milliards n'ont pas disparu dans la nature, ils sont restés dans le système. Une partie chez les banques, marge accrue sur les encours décentralisés, une partie à la Caisse des dépôts, moindre coût de rémunération des fonds centralisés. Une partie aux bailleurs, HLM, financement moins cher de leur programme. Personne n'a annoncé ces 14 milliards, personne ne les a comptés publiquement. Ils sont le sous-texte de chaque communiqué annonçant la décision sur le taux du livret A. Gérard Marchal a appris l'existence du LEP en mars 2025, via un article partagé par un collègue sur un groupe WhatsApp de l'usine. Il a vérifié son avis d'imposition. Il était éligible. Il est allé voir sa conseillère. Elle a vérifié. Effectivement éligible. Elle lui a ouvert un LEP en 20 minutes. Gérard y a transféré 10 000 euros depuis son livret A. Il a laissé 9 400 euros sur le livret A pour garder de la liquidité immédiate. Sur un an, le différentiel de taux lui rapportera environ 110 euros supplémentaires. 110 euros. Pour 26 ans de confiance aveugle dans un système qui ne l'a pas informé de ses droits. Il n'est pas en colère contre sa conseillère. Il comprend qu'elle n'avait pas d'obligation légale de l'informer. Ce qui le trouble, c'est autre chose. C'est que le système soit construit de telle façon que l'ignorance des épargnants soit structurellement plus rentable que leur information. Voici ce que 2026 a changé et ce qu'il n'a pas changé. Au 1er février 2026, le taux du livret A a été révisé à la baisse pour la 3e fois consécutive. La formule donnait un taux de 1,4%, compte tenu de la décélération de l'inflation officielle et du recul des taux interbancaires européens. La recommandation du gouverneur de la Banque de France a retenu un taux de 1,5%, légèrement supérieur à la formule pour tenir compte, selon le communiqué officiel, du contexte de vigilance sur le pouvoir d'achat des ménages. 1,5%. Pendant que l'inflation alimentaire, selon les données Kantar publiées en mars 2026, s'établissait encore à 2,8% sur 12 mois, pendant que les loyers progressaient de 3,2% en moyenne nationale, pendant que les primes d'assurance auto et habitation avaient augmenté de 5,4%. Le taux réel du livret A pour un ménage dont le budget est dominé par l'alimentation, le loyer et les assurances est donc, en ce début d'année 2026, négatif d'environ 2,2 points de pourcentage. Votre argent perd de la valeur. En toute légalité, en toute transparence réglementaire, au journal officiel. Ce n'est pas nouveau, mais c'est la première fois peut-être qu'autant de Français commencent à le mesurer concrètement. Pas dans des colonnes de chiffres abstraites, dans leurs courses hebdomadaires, dans leurs factures, dans leurs fins de mois. La formule est publique, la décision est politique, et les conséquences sont personnelles. À Brest, un professeur de lycée enseigne l'économie en terminale. Depuis 2023, il consacre une séance entière au livret A dans son cours sur les marchés financiers et les politiques monétaires.
Il montre à ses élèves la formule réglementaire. Il leur fait calculer les écarts entre taux nominal et taux réel. Il leur explique ce que sont les encours décentralisés et ce que la Caisse des dépôts fait des fonds centralisés. Chaque année, il a la même réaction dans sa classe. D'abord, l'incrédulité. Est-ce vraiment légal? Est-ce que l'État sait vraiment que ça se passe comme ça? Est-ce que mes parents sont au courant? Puis, une question plus difficile. Que fait-on avec ça? Il leur répond honnêtement. On ne peut pas supprimer le livret A. Il finance des équipements publics réels. On ne peut pas le privatiser. Sa force vient de la garantie étatique. On ne peut pas l'indexer parfaitement sur l'inflation réelle sans renchérir le coût du financement du logement social. La vraie réforme serait structurelle. Elle nécessiterait de trouver d'autres sources de financement pour le logement social, obligations spécifiques, fonds européens, défiscalisation ciblée, pour libérer le taux du livret A de sa fonction de subvention implicite. Elle nécessiterait de rendre la formule contraignante, le processus transparent, le Parlement informé en amont. Rien de tout cela n'est impossible. Rien de tout cela n'est révolutionnaire. D'autres pays l'ont fait sous des formes diverses. Ce qui manque, ce n'est pas la solution technique. C'est la volonté politique d'expliquer aux bénéficiaires de l'actuel statu quo, HLM, banques, collectivités, trésors, qu'il faudra faire autrement. Et la volonté politique d'expliquer aux 55 millions de détenteurs de livret A ce que leur épargne finance réellement, à quel coût et au profit de qui. Il y a une dernière chose à dire. Le livret A été créé en 1818, sous Louis XVIII, par une loi voulant offrir aux classes populaires un instrument d'épargne sûr et accessible. L'ambition était noble. L'outil, pour l'époque, était révolutionnaire. Pendant 200 ans, malgré toutes les turbulences, guerres, crises, dévaluations, chocs pétroliers, le livret A globalement rempli sa promesse. Pas toujours parfaitement, pas sans friction, mais globalement, les épargnants modestes français disposaient d'un instrument qui préservait à minima leur pouvoir d'achat. Quelque chose a changé. Pas soudainement. Progressivement, structurellement, sous l'effet combiné de plusieurs décisions qui chacune semblait raisonnable dans son contexte, l'ouverture à toutes les banques en 2009, le maintien du taux plancher pendant la pandémie, le plafond non révisé depuis 2012, la formule discrétionnaire, l'obligation d'information inexistante sur le LEP, chacune de ces décisions avait ses justifications. Ensemble, elles ont transformé le placement des honnêtes gens en instrument de financement à bas coût pour des acteurs qui ont bien plus de poids politique que l'épargnant individuel. Gérard Marchal retourne à Busine chaque matin à 5h40. Il rentre à 16h. Le soir, parfois, il ouvre l'application de sa banque et regarde le solde de son livret A et de son LEP. Les chiffres augmentent lentement. Moins vite que la vie coûte cher. Mais il sait maintenant pourquoi. Et il sait que le problème n'est pas dans son téléphone. Si vous êtes allé jusqu'ici, vous savez maintenant comment le taux du livret A est fixé, par qui, selon quelle formule, avec quelle marge de dérogation. Vous savez où vont les 585 milliards. Vous savez quels intérêts s'opposent à la réforme. Vous savez que le LEP existe et que 22 millions de Français éligibles n'en ont pas. Ce que vous faites avec cette information vous appartient. Vérifiez si vous êtes éligible au LEP, les critères sont en ligne sur le site officiel du service public. Consultez votre avis d'imposition, ligne revenu fiscal de référence. Si vous l'êtes, votre banque est obligée de vous en ouvrir un si vous le demandez. Ce n'est pas une révolution, c'est une décision que le système aurait dû prendre pour vous depuis longtemps et qu'il n'a pas prise. Si ce type d'enquête vous semble utile, partagez cette vidéo. Pas pour nous, pour les Fernande, les Gérard, les millions de personnes qui ont un livret A et qui ne savent pas encore que la formule est publique, que la décision est politique et que des alternatives existent. Le prochain épisode, qui décide vraiment de votre retraite complémentaire, comment les coefficients de calcul ont été modifiés 4 fois en 10 ans et pourquoi les réformes successives ont systématiquement bénéficié aux équilibres comptables des régimes au détriment des assurés. Abonnez-vous pour ne pas le manquer.